Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'exploration, de survie et de malédiction en tout genre. J'ai nommé le 7e continent. Donc comme vous pouvez le voir, une superbe boîte avec rien dessus en fait. Faut juste la retourner pour voir qu'il y a écrit le 7e continent. C'est un jeu qui est sorti via Kickstarter, que tout le monde a reçu là, début août 2017. Malheureusement il ne se trouve uniquement par Kickstarter, donc pour le coup pour ceux qui n'auraient pas pu en fait kickstarter ce jeu et pledger ce jeu, l'opportunité vous sera donnée vers l'automne, il me semble. Il y aura un autre Kickstarter pour un reprint qui pourra vous donner l'occasion d'avoir cette boîte qui est le 7e continent. Alors j'enlève un peu la boîte. Le 7e continent, qu'est-ce que c'est entre guillemets? C'est un jeu édité par les Serious Poulp. Ceux qui ne connaissent pas les Serious Poulp, c'est ceux qui ont fait 8 Master Revenge, un jeu de karatéka avec une gestion de main, ainsi que Steam Torpedo, un jeu de sous-marin où il fallait détruire le sous-marin adverse. Donc là ils sont revenus avec un Kickstarter qui s'appelle le 7e continent, qui est un jeu d'exploration où le pitch, entre guillemets, vous jouez un explorateur qui échoue sur une île déserte et vous allez devoir en fait vous échapper de cette île et bannir la malédiction. Si justement vous n'arrivez pas à sortir de l'île et que vous êtes maudit tout au long de la partie, et bien vous mourrez. Et sinon, eh bien, vous vous en sortez. C'est un jeu qui est fait juste de 1 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est du full coop, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et pour des durées de partie, alors tenez-vous bien, ça avoisine approximativement les dizaines d'heures pour une seule malédiction, sachant qu'à l'intérieur du jeu de base, vous en avez à peu près 4. Donc du coup voilà, c'est des parties un peu plus très corsées et très longues. Et comme je vous l'ai dit, ça ressemble un peu au jeu dont vous êtes le héros, le livre. On vous dit d'aller chercher cette carte, la mettre de côté, etc. Regardez, si vous faites ça, allez là-bas, etc. Mais je vais vous parler de tout ça plus en détail. Allez, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte du 7e continent. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte, le 7e continent, nous allons avoir principalement en fait que des cartes que vous allez avoir ici. 2 sets de cartes qui sont répertoriées de 0 jusqu'à 600. Alors il y en a qui manquent aussi, parce que des fois on bascule de 650 à 680. Donc je pense que là ça va être peut-être des extensions ou des cartes qui viendront par la suite. Nous allons avoir une aide de jeu qui se trouve ici et qui est répertoriée le tour de jeu, les icônes aussi d'action, ce qu'on peut faire, etc. Et le déroulement d'une action. Nous allons avoir ici une défausse, la défausse qui va représenter votre énergie ici, qui se symbolise avec ce deck bleu, et qui est synonyme aussi de fin de partie, mais j'y viendrai par la suite pour vous expliquer le pourquoi du comment. On va avoir des cartes de malédiction qui vont venir directement dans les cartes d'action, une besace écarnée qui vous répertorie le nombre de joueurs et surtout à combien de cartes vous avez droit et à combien d'items vous avez droit par rapport au nombre de joueurs. Nous allons avoir des cartes d'explorateur. Une carte ici qui nous symbolise le début de l'aventure, qui est propre à chacune en fait des malédictions. Donc là par exemple sur la déesse vorace que j'ai choisie, qui est symbolisée par uniquement le livret de règles, donc je vous spoil rien au-delà de ce qui est écrit sur le livret de règles, donc c'est pour ça que je me focalise un peu dessus. On va prendre la numéro 10 de la carte en question, la poser, mettre un petit token dessus. Chaque joueur va ensuite prendre un petit token de feu ici et va le mettre dans sa petite casse-bas, et on va prendre les cartes affiliées à notre explorateur et les mettre directement dans le deck bleu. Donc je vais faire une petite mise en place et on va voir ensemble comment se déroule un tour de jeu sur le 7e continent. Avant de commencer la partie, nous allons prendre une carte de malédiction. La carte de malédiction, nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle nous donne ici un petit indice, le pourquoi du comment et le pourquoi on est ici, ainsi que la carte du départ. Donc ici on vous demande, voilà, pour commencer l'aventure, mettez la carte 10 en jeu. Chaque joueur il place sa figurine. Derrière nous allons avoir une petite map, la map qui représente en fait la destination pour arriver à la malédiction. Donc vous voyez, vous allez explorer l'île et petit à petit vous allez monter, etc. Donc il faut vraiment vous répertorier au niveau de l'île pour savoir grosso modo, parce que grosso modo ça ne se dit pas au-delà de chez les vaches, et du coup voilà, vous allez faire votre petit chemin, vous répertoriez, c'est une sorte en fait de boussole, cet indice, et vous allez le mettre dans votre petite
dans votre petit sachet. Le sachet, la besace et le carnet va répertorier un peu, ça va être le codex un peu de votre aventure. Toutes les cartes indices que vous allez avoir, vous les mettez de côté dans votre carnet et la besace vous donne le nombre d'items auxquels vous avez le droit ainsi que le nombre d'améliorations qu'une carte peut comporter. Par exemple, si on prend ici à un joueur, on va avoir droit à 4 cartes vertes dans sa main, 5 cartes bleues qui sont des cartes de compétences dans sa main, ainsi que 4 objets dans sa besace. Chaque objet pourra récupérer jusqu'à 4 améliorations. Si on voit à 2 joueurs, on voit qu'on descend à 3 joueurs, on descend à 2, et ensuite à 4 joueurs, on descend aussi à 2. Nous allons aussi avoir un explorateur, alors il en a à peu près 5 dans la boîte de base, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre explorateur, donc ça c'est assez bien aussi là, à ce niveau-là. Et derrière, on vous donne toujours un petit background, donc voilà, là c'est un aventurier français, plus à son aise dans la jungle tropicale que dans les cocktails mondains. Ferdinand la Chapelière, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, j'ai pris un peu le Frenchie pour faire le petit chauvin. Et on va voir ensemble comment se déroule un tour de jeu. Comme je vous l'ai dit, le 7e continent s'agit de cartes de numérotées derrière. Alors derrière, si on retrouve un peu, on voit qu'ici c'est le starter, la carte numéro 10, on a toujours un petit background derrière. Et on va retourner cette carte qui va être la toute première carte où nous allons poser notre explorateur. Ici, nous allons avoir des petits chiffres, je vous symbolise un peu une carte de jeu, comment ça se passe. Ici, c'est les ressources qu'on va trouver sur cette carte. Par exemple, ici, on a directement la ressource Silex qui va nous permettre de crafter et de faire d'autres objets par la suite. Ici, nous allons avoir les actions qui sont possibles de faire. Donc, on peut se déplacer pour une énergie. Je vais revenir bien sûr sur le déplacement pour vous montrer grosso modo comment on se déplace. Et petit à petit les actions qu'on va pouvoir faire, mais uniquement sur cette carte pour pas vous spoiler encore une fois. Ici, nous allons avoir, alors le petit chiffre ici romain que vous allez avoir en jaune, c'est le brouillage en fait, le brouillard pardon, et pas le brouillage, le brouillard de guerre, qui vont symboliser en fait ce que vous pouvez voir et explorer par la suite. Vous allez voir que quand je vais faire la mise en place, ça va être plus parlant. Donc ici, on va en avoir une. Ici, on va en avoir une. Ici, si on tente d'explorer, eh bien, on va révéler la carte avec le chiffre romain. Puis ensuite, si c'est un événement éphémère, nous allons l'enlever. On va mettre ensuite la carte numéro 9. Ici, on va mettre la carte numéro 7. Et ici, nous allons mettre la carte numéro 5. Comme vous pouvez le voir, si on fait une phase ici d'exploration, donc l'action d'explorer, on va devoir défausser dans le deck bleu, donc le deck qui symbolise le deck d'action. Pour pouvoir faire des actions, on va devoir faire tant de réussites. Donc par exemple, ici on nous dit que si on veut explorer la carte numéro 5 qu'on va mettre de côté, on va défausser une carte du deck d'action. Et ensuite, on devra faire au moins 0 réussite. Alors il y a d'autres choses où vous pouvez faire des réussites, donc là j'ai pas de carte qui permettent de le faire ça, mais on va voir dans l'exemple que je vais vous montrer plus en détail. Allez, sans plus attendre, voyons vraiment ensemble maintenant un tour de jeu. J'ai mis en place le setup, donc j'ai Ferdinand la Chapelle qui a sa besace avec ses 4 dés puisqu'il peut avoir jusqu'à 4 items. J'ai ensuite l'indice qui est dans mon carnet qui va me montrer un peu la map. Ici, j'ai le deck d'action que je vais poser ici, et là, ça représente la défausse. Alors, ça veut dire quoi? Le deck d'action, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de faire des tâches, des opérations qui sont différentes, mais qui vont nous demander de l'énergie. Comme je vous l'ai dit, si on veut se déplacer, on est obligé de défausser une carte et de faire 0 réussite. Mais plus vous allez faire des tâches qui demandent de l'épuisement, par exemple construire des radeaux, etc., qui vont vous demander de défausser 5-6 cartes et de faire tant de réussites. Vous avez un pourcentage dans le livret de règles qui vous donne une indication pour faire tant de réussites. Par exemple, si vous voulez faire une réussite, eh bien avec 2 cartes, on est sur 80%, etc. Donc ça aide quand même vachement pour les tâches que vous devez faire. Et ce deck d'énergie est aussi symbolisé par la fin de partie. Quand vous n'allez plus avoir en fait de carte énergie et quand vous allez avoir tout défaussé en énergie dans la défausse, eh bien vous allez remélanger en fait directement le deck d'énergie. Par contre, dès que vous allez sortir une malédiction de la défausse que vous venez en fait de remélanger, eh bien là ça sera la fin de partie, tout le monde a perdu et vous devriez refaire directement le jeu en question. Donc voilà, gardez bien en attention que si vous défaussez en fait plein de cartes et du coup vous allez être fatigué, si vous n'avez plus beaucoup de cartes à l'intérieur, eh bien il faudra trouver des items, se nourrir, remettre des cartes à l'intérieur pour récupérer de l'énergie, puisque je le rappelle, si on n'a plus de cartes d'énergie, on remélange la défausse, et s'il y a une malédiction qui sort à l'intérieur d'une défausse, eh bien le jeu est fini. Par contre, si vous sortez des malédictions
de votre deck d'énergie, hein, qu'il n'y en a pas encore dans un défausse, il n'y a pas de problème, donc là vous les défaussez en fait directement, sauf que vous n'avez pas de réussite en fait pour cette carte. Du coup là on va mettre les cartes numérotées en romain, donc je vais aller les chercher, voilà, j'en prends une au hasard qui se trouve ici, je la mets ici, donc comme vous voyez, hein, ça symbolise un peu le brouillard, donc on ne sait pas tellement ce qui se trouve dans cette contrée lointaine, et je vais en prendre une deuxième, voilà, totalement au hasard, que je vais mettre au-dessus. Hop, la petite tête de jeu, on va la garder ici, hein, mine de rien, ça va nous rappeler un peu ce qu'on doit faire, et un tour de jeu. Comment se passe un tour de jeu dans le 7e continent? Eh bien c'est simple, vous allez en fait décider quel est le joueur actif durant ce tour. Donc par exemple ici à un joueur, donc ça pose pas tellement de problème, mais à 2 joueurs ou à 3 joueurs, vous allez voir que vous allez un peu vous concerter puisque certaines personnes voilà, pourraient faire plus d'actions que d'autres. Donc un tour de jeu, on choisit en fait son action. Alors on choisit une action blanche, hein, je le rappelle, qui est ici, voilà, vous voyez des petites actions blanches comme ça, voilà, une action blanche comme ça, qui est symbolisée soit sur la carte, soit à côté, ici par exemple, on retourne cette carte, on explore, ou soit dans un événement qui se trouve peut-être à côté ou à droite, et qui nous permet justement de la faire sur la case où on est, donc la case active. On peut aussi faire des actions de sa main, hein, de ses cartes de main si on a des compétences particulières. Donc voilà, ça c'est une action. Quand on fait l'action, donc on choisit hein, si c'est un objet ou alors une carte, donc on résout l'action, on voit ensuite le nombre de cartes qu'on devra défausser pour faire X réussites. Les réussites sont symbolisées sur les étoiles. Donc par exemple ici, si je me dis que tiens je vais aller explorer celle-ci, eh bien je vais devoir défausser une carte ou plus pour faire 0 réussite. Donc là je vais quand même pas défausser l'ensemble de mon deck pour faire 0 réussite, je vais juste en défausser une. Donc on la retourne directement et on peut garder une carte bleue, qui sont des cartes compétences dans sa main. Alors ce qu'on peut faire avec cette carte de compétence, c'est par exemple ici c'est un petit bois, on pourra ensuite le crafter, donc comme vous pouvez le voir ici, pour 2 énergies et 0 en fait réussite, on pourra avoir un petit bois. Par contre, si vous avez déjà la ressource petit bois, ça nous donne moins 2 cartes à défausser, donc moins 2 et 2, 0. Donc gratuitement, on pourra faire ce petit bois. Je réexplique comme quoi les ressources se trouvent directement hein, sur les cartes que vous allez découvrir. Donc ça, on la garde directement dans la main, hein, ça ne fait pas partie de notre item, mais ça compte comme étant une carte bleue dans la main. Si j'aurais par exemple, si j'avais, pardon, défausser 3 ou 4 cartes, eh bien je choisirais directement sur les 3 ou 4 cartes une carte bleue qui me reviendrait dans la main et les autres je les défausse. Chose que vous pouvez faire à 2 joueurs uniquement hein, et pas en solo, c'est de pouvoir participer à une action. Par exemple ici Ferdinand dit bah tiens je fais par exemple je sais pas une exploration avec par exemple je sais pas 5 cartes à défausser et une réussite à faire, et bien là, moi, je peux venir derrière en soutien en disant bah, je veux participer à cette action. Alors, 2 cas de figure quand on participe à cette action. Soit le personnage actif, qui est le personnage principal qui va faire l'action, vous dit non, je n'ai pas besoin de ton aide, je vais faire ça tout seul, et du coup, bah, il vous rejette et vous ne pouvez pas participer à l'action. Soit il vous dit bah, il n'y a pas de problème, on peut directement faire ça à 2. Alors principalement, on va dire la façon de participer à une action permet de réduire le coût de défausse des cartes. C'est-à-dire que là, si je participe avec Ferdinand pour faire ici une exploration qui serait de 3 cartes défaussées pour une réussite, eh bien je peux réduire le coût de la défausse. Par contre, j'augmente le nombre de réussites. Par exemple ici, on aurait pu dire, bah tiens, il y a 3 cartes à défausser pour une réussite, eh bien je participe à l'action, on va dire qu'on défausse 2 cartes pour avoir 2 réussites. Donc ça permet en fait de s'économiser en termes d'énergie, et ça donne un peu de fluff puisqu'on est un peu plusieurs à faire la même tâche, et du coup on s'économise en termes d'énergie. Donc ça c'est toujours une possibilité de le faire, et quand vous allez en fait, le joueur actif hein, bien sûr, va défausser des cartes et il va les révéler pour ensuite en choisir une. S'il y a un participant ou plusieurs dans son action, il pourra soit garder une carte bleue, soit lui donner directement. Alors l'idée, vous allez me dire, mais pourquoi on donne des cartes aux autres? Eh bien simplement parce que ça va matcher avec certaines compétences de vos héros, ou alors vous allez défausser une carte d'un personnage en fait qui n'est pas le vôtre, et si ça correspond au personnage qui est participant, bah, lui donner directement puisqu'il est symbolisé par rapport à son avatar. Donc là je le rappelle, on défausse une carte pour faire 0 réussite, c'est bon, on garde le petit pont de bois ici, et on va récupérer tout de suite la carte 5. Donc je récupère la carte 5 qui va se trouver... Alors ça met un tout petit peu plus de temps, je suis désolé, le temps de trouver, il y a quand même 1000 cartes dans le jeu. Voilà, la carte 5.
La carte 5 ici, on nous dit par exemple, vous vous tenez au pied d'un pic rocheux haut d'une quinzaine de mètres. Donc on la retourne et on trouve ici un événement. Donc l'événement est directement affilié où vous le trouvez à la tuile, où vous le trouvez qui devient la tuile active où vous allez pouvoir faire cet événement. Vous n'êtes pas obligé d'être ici en fait pour pouvoir faire cet événement, il suffit juste d'être ici sur la case centrale. Et on nous dit, vous devriez avoir une vue imprenable depuis le sommet. Alors on peut escalader pour une carte ou plus de défaussé et il faut faire 2 réussites. Donc comme vous pouvez le voir, une carte défaussée pour faire 2 réussites, c'est hyper compliqué, même s'il y a des cartes qui permettent d'avoir 2 réussites. Donc c'est un peu compliqué, on peut quand même tomber, etc. Et sur une carte, donc là on arrive à bien voir, sur une carte vous allez avoir plusieurs indications. Vous allez avoir ici une indication en blanche. L'indication en blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réussissez à faire vos 2 réussites lors de la phase d'escalade, vous prenez la carte 26, vous avez réussi, bravo! Par contre, si vous avez perdu et vous avez tiré par exemple 2 cartes et vous faites qu'une réussite, et bien là, vous lisez ici l'encoche qui est noire, vous avez perdu cette action. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, en blanc, c'est quand on réussit, en noir, bouh, c'est quand on perd. Donc on va la mettre directement ici, et ensuite un nouveau tour de jeu se passe. Donc là en solo, bah, ça pose pas de problème puisque c'est toujours moi qui vais être le joueur actif. Par contre, là si on était à 2 joueurs, je peux dire à l'autre personnage qui est à côté, écoute, est-ce que tu veux que je continue à être le joueur actif ou alors tu prends la main? S'il me dit bah non, tu peux faire une autre action, je peux très bien entreprendre une nouvelle action. Si le joueur à côté me dit ah bah non finalement j'en ai marre et tout, moi je vais récupérer quand même l'action, je vais faire des trucs, eh bien il récupère la main. Quand vous allez être à 3 ou 4 joueurs, eh bien là, ça va être l'ensemble des personnes qui vont décider. S'il y en a un qui veut faire absolument l'action et que les 2 autres, majoritairement, derrière, leur disent « Ah bah non, non, ça y est, ça suffit, t'as assez joué, maintenant, nous, on veut faire aussi des choses à côté », eh bien, c'est le joueur qui sera directement généré par l'ensemble des personnes qui deviendra le joueur actif. Et si tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, c'est le joueur à gauche du joueur actif qui sera ensuite le joueur actif. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas sortir les couteaux sur la table et les fusils sous le caisson pour pouvoir devenir le joueur actif. Donc on est resté ici, on se dit que tiens, on va peut-être essayer de voir par rapport à cette colline ce qu'il en est. Donc si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler, etc., sachant que là c'est uniquement encore une fois ce qui arrive dans le livret de règles et ce que vous allez lire, j'essaye de pas vraiment trop vous spoiler, de vous montrer grosso modo comment ça marche. Donc là par exemple, je vais tenter de défausser 2 cartes pour avoir 2 réussites, hein, m'économiser un tout petit peu. Donc je défausse 2 cartes. Ici, j'ai une demi-étoile, donc si j'ai une autre demi-étoile, ça pourrait faire par exemple une étoile. Donc là, pour le coup, j'ai pas de réussite, j'en défausse une deuxième, et là, je peux voir que ça match, j'ai uniquement et uniquement seulement une réussite. Bouh, en défaussant des cartes, du coup, je suis un peu dans le patch. Là, je vais carrément lire le symbole noir, hein, puisque j'ai pas réussi mon action d'escalade, et je vais garder une des 2 cartes, en fait, ici, que j'ai tiré en bleu. Et bien, je vais peut-être prendre le silex rudimentaire, puisque je suis déjà sur une ressource de silex, et ça me permettra de faire un silex rudimentaire pour 0. Donc je vais garder celle-ci, et celle-ci va venir directement dans la défausse que vous voyez au-dessus. Donc je vais la mettre là pour que ce soit plus parlant sur la vidéo. Et on me dit tout de suite, bah, vous chutez sur le sol rocailleux, et en contrebas, chaque participant prend une carte 104. Encore une fois, s'il y aurait eu par exemple ici des participants, et bien chaque participant à l'action aurait dû prendre une carte 104. Donc vous voyez un peu l'intérêt de participer, mais pas trop, parce que s'il arrive quand même du grabuge, et ben c'est l'ensemble des participants qui se prennent les trucs. On va aussi avoir des cartes, par exemple ici, hein, qui ont ce petit symbole, si on arrive à le voir ici, ouais, on arrive à le voir. Des petits symboles ici entourés de rouge, ça c'est une action que tous les participants doivent entreprendre tout de suite. Quand on arrive à avoir ce petit symbole, on retourne une carte sur le petit symbole, c'est tout de suite tous les participants et le joueur actif doivent faire l'action. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quand il y a ce petit escalier là qu'on arrive à voir, voilà, le petit escalier ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des personnages doivent faire l'action. Vous ne pouvez pas la faire tout seul, c'est l'ensemble des mecs, sinon il n'y a rien du tout. Ensuite, on a ce petit symbole ici avec le cadenas, ça veut dire que vous ne pouvez pas, même si des participants participent à votre action, vous ne pouvez pas en fait descendre le nombre de cartes à enlever pour faire augmenter le nombre de réussites, c'est pas possible, il faudra le faire comme il se doit avec ce qui est annoncé. Et on va avoir d'autres cartes ensuite qui vous donnent diverses choses variées, etc. Je ne vais pas tellement expliquer parce que ça serait rentré en détail pour rien du tout. Donc du coup voilà, je vous ai expliqué carrément
les fondamentaux entre guillemets de ça. Donc je vais prendre la carte 104 qui se trouve ici. 104, 104, 104. Donc vous voyez, vous passez quand même beaucoup de temps à chercher. 104, j'en prends une. Il y en a différentes, hein, mais je prends la première qui arrive. Brûlure superficielle, coupure profonde ou fracture ouverte. Quoi qu'il en soit, c'est très douloureux. Donc voilà, on retourne et là, aïe, je me suis blessé en tombant. Je peux faire une action ici de soin pour 2 cartes défaussées. Je dois faire 3 réussites. Si j'arrive à faire 3 réussites, je range cette carte. Sinon, on me dit que la plaie saigne abondamment. Chaque participant prend une carte 105. Donc attention, on essaye quand même de se rafistoler, mais on peut quand même jouer les médecins un peu pourris, parce que du coup, on peut aggraver sa blessure et je trouve ça assez cool. 2 choses néfastes en plus d'avoir des cartes rouges dans sa main, sachant qu'on a toujours, entre guillemets, une carte rouge avec ce symbole ici dans sa main, c'est si on tombe sur ce petit symbole-là, qui se trouve ici, pardon, hop, voilà, le petit symbole que vous voyez ici, le bleu avec la croix comme ça. Ça veut dire que pour chaque carte rouge qu'on va avoir dans la main, on va défausser dans le deck d'action tout de suite maintenant des cartes équivaut à notre carte dans la main et ensuite récupérer la carte rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si cette carte avait une carte bleue avec l'icône justement de l'annulation en rouge, eh bien j'aurais dû défausser une carte bleue maintenant directement gratuitement. Et X cartes par rapport à les cartes rouges que j'ai dans la main. Donc si je retire une autre carte et que c'est le symbole justement de défausse qui me permet de défausser d'autres cartes, et bien là je suis à un compteur de 2, il va falloir que je défausse 2 cartes et ensuite récupérer la carte rouge qui me donne un malus supplémentaire. Donc vraiment faites très attention à des cartes comme ça que vous pouvez avoir, sachant que les cartes rouges comme ça, vous pouvez en avoir un nombre illimité. Donc soignez-vous, prenez en considération que vous allez être un peu pompette dans certaines choses, etc. Donc on va essayer, ensuite je pense qu'on quittera cette vidéo là-dessus pour pas trop vous spoiler, parce que là vous avez l'ensemble du jeu, hein, comment ça joue, etc. Je vous expliquerai comment on craft et comment on peut renforcer aussi ces équipements, et je quitterai là-dessus. À savoir que là, on va dire, bah tiens, on retourne cette carte, et là, on trouve un événement. C'est un gilet de sauvetage. Vous avez mis la main sur un gilet de sauvetage en piteux état. Et le gilet de sauvetage, en fait, me permettra, lors des actions de pêche, de repos, de pêche ou d'attaque, d'avoir ces bonus ici que je trouve. Donc par exemple, si j'attaque au gilet de sauvetage, je pourrais faire -3 sur la capacité d'épuisement. Et ensuite, par contre, je bannis cette carte. Bannir cette carte, ça veut dire que cette carte ne reviendra plus en jeu, que ça soit dans cette partie, donc ça ne reviendra plus du tout. Quand on vous dit retirer la carte et la ranger, on la range directement, donc on regarde directement le numéro et on la range, et quand on nous dit de défausser cette carte, eh bien on la défausse directement dans le passé. Vous allez voir qu'il y a ensuite une option de sauvegarde, etc. qui est très sympa, puisque faire 10 heures de jeu sur une seule session, eh bien c'est un peu compliqué. Donc ça, on a directement là-dessus le nombre d'utilisations qu'on va pouvoir faire avec ce gilet de sauvetage, à savoir 3 utilisations. Donc on va mettre 4 utilisations, pardon. On va mettre ici un petit 4 et on va mettre notre carte à côté. Donc voilà, on a déjà un item dans notre besace, à savoir qu'on en a 3. Et là on va chercher directement la carte numéro 9. Donc la carte numéro 9 qui va se trouver plap ici. Alors j'arrive à la trouver, je suis désolé, je mets un peu de temps. Voilà. À savoir que vous allez avoir 2 types de cartes. Des cartes vertes comme ça avec le symbole 9, 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 600 et quelques. Et des cartes jaunes avec le même numéro. Vous êtes dans l'obligation, entre les deux, hein, de choisir d'abord la carte verte. Si on vous demande de tirer la même carte, par exemple la carte numéro 9, et qu'il n'y a plus de carte numéro 9 verte, mais qu'il y en a en jaune, eh bien vous récupérez la carte numéro 9 en jaune. Donc on la retourne, et là on regarde qu'il y a un nouveau décor de placement. Et si on regarde un peu plus en détail la map, eh bien la map va se dessiner petit à petit. Donc je trouve ça assez génial en fait d'avoir une petite map qui se dessine, et de renforcer un peu l'immersion, puisque grosso modo on peut voir que ça correspond un peu à l'indice qu'on a ici sur la map. Ici on a des pics, et là du coup on retrouve les pics, donc on sera en mesure de se dire bah tiens, on commence en fait ici et non pas dans un truc. Et je trouve ça assez cool parce que ça donne quand même beaucoup d'indices. On a aussi une petite une loupe qui est là, vous pouvez voir à l'écran et tout que c'est vraiment une loupe. Et cette petite loupe va vous permettre de rechercher par exemple des cartes cachées. On peut avoir des cartes cachées qui sont symbolisées par rapport à des nombres cachés qui sont par exemple sur la colline, greffés quelque part, etc. Et c'est assez intéressant, pourquoi? Puisque vous allez rechercher la carte que vous venez de trouver et vous allez la remplacer, et ça va vous donner en fait des choses un peu plus
un peu plus aléatoire. Donc gardez en l'esprit que tout ce que vous avez ici, eh ben, c'est vachement important sur l'illustration. Ce n'est pas fait en guise de décor, mais c'est fait aussi en guise d'exploration pour vous dire, eh bien tiens, là il y a des rayons lumineux, ça semble un peu bizarre, bah peut-être que le 13 ici, ben, je vais pas tellement le voir parce que du coup, je vais vous montrer, voilà, comme ça c'est plus flagrant. Ben, voilà, là je vais pas tellement explorer puisqu'on dirait des jets de vapeur et finalement ça semble peut-être la blessure. Ici, par exemple, voilà, là il y a un truc avec du corail rouge. Eh ben tiens, le corail, c'est synonyme un peu à la mer, peut-être on peut trouver de la bouffe, etc. Donc voilà, gardez en l'esprit que faut vraiment analyser ça d'un point de vue non pas esthétique, mais aussi d'un point de vue on va dire d'enquête, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, d'enquête puisque ça symbolise vraiment ce qui se passe sur le terrain. Ici on voit par exemple je sais pas, là il y a un autre truc, non, là je ne vois rien d'autre. Donc voilà, gardez quand même à l'esprit qu'il y a des trucs à faire. Quand vous allez vous déplacer, ça je vous ai pas montré parce que je pouvais pas me déplacer, quand vous allez vous déplacer en fait, vous allez prendre le coup ici qui symbolise par exemple le déplacement qui est de 1 et vous allez tracer en fait une ligne droite et faire votre chemin par rapport à où vous voulez aller. Tant que c'est pas stoppé, vous pouvez très bien faire votre chemin. Si par exemple là j'ai un chemin, là j'ai un chemin et là j'ai un autre chemin, je peux monter directement au-dessus. Par contre là si j'ai un trou et là, voilà, par exemple on a un truc comme ça, ici on a un trou et on veut venir ici, ben on ne pourra pas parce qu'il y a un trou qui permet d'avoir un truc dessus. Donc gardez quand même en l'esprit que c'est des trucs, vous pouvez vous déplacer d'un coup directement. Donc par exemple si là, je sais pas, il y a une action de déplacement et je peux me rendre ici, bah là c'est en continu, je peux venir ici pour un. Par contre, si là je peux pas y accéder, je peux pas faire ça. Donc il va falloir que je trouve en fait un nouveau machin pour pouvoir faire. On a ensuite le crafting. Le crafting, comme je vous l'ai montré, je vais vous remontrer quand même la carte. Voilà. Une carte ici symbolise le symbole de craft. Vous pouvez en fait fabriquer des objets. Une fois que vous fabriquez des objets, vous allez avoir ici une compétence particulière que vous allez pouvoir faire. Par contre, quand vous allez en fait crafter ici des objets, vous allez, dès lors que vous fabriquez ou alors dès lors que vous trouvez un objet, vous allez pouvoir en fait mettre cet objet en dessous et l'augmenter en termes de durabilité et lui donner des effets supplémentaires. Alors ça, vous pouvez le faire gratuitement, il n'y a aucun problème, mais vous le faites uniquement en fait quand vous découvrez un nouvel objet ou que vous craftez un nouvel objet. Par contre, si on vous donne en fait un objet, hein, c'est une action qui est possible de donner X objets, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas en fait remettre des objets en dessous pour augmenter potentiellement la durabilité de votre objet en question. Donc là, c'est pas possible de faire ceci. Donc par exemple, on va dire que j'ai le petit bois que j'avais crafté, mais par contre, il a uniquement une utilisation, et bien là je viens de trouver par exemple le gilet de sauvetage, je peux le mettre directement en dessus, du coup le petit bois me donne ces symboles ci et ça, et si ensuite les mots-clés en dessous que vous avez en tout petit ici que vous pouvez voir, s'il y a un mot-clé qui match avec un mot-clé de la précédente carte, eh bien j'augmente la durabilité par rapport au nombre de dés qu'il y a ici. Donc là le gilet de sauvetage c'est adresse et vêtements, au-dessus malheureusement le petit bois c'est de la vigilance. Par contre si le petit bois avait le mot-clé adresse, je mets ça en dessous et mon 1 devient directement un 4 que je mets au-dessus. Donc ça c'est assez sympa pour garder quand même des stuffs et augmenter leur durabilité. Par contre, vous n'avez pas en fait votre gilet, du coup ça devient un peu ce symbole-ci. D'un point de vue fleuve, ça fait bizarre puisque le gilet de sauvetage en dessous d'un truc, ça fait un peu bizarroïde. Quand bien même vous mettez par exemple un arc sous un bâton et ça vous donne les capacités. Bon, après ça c'est moi qui trouve ça un peu bizarre, mais ça se fait. Donc pour le coup, faites-le et vous augmentez du coup la durabilité. Et ça, c'est assez sympa. L'autre action que je vous ai dit précédemment, hein, vous pouvez donner en fait, échanger X cartes. Par contre, quand vous échangez une carte, il faut que votre personnage soit directement dans le même lieu en fait où vous êtes. Et ensuite, vous défaussez 2 cartes pour vous donner une carte. Ouais, uniquement une carte pour défausser 2 cartes. Donc ça fait un peu beaucoup. C'est vraiment si vous êtes un peu dans la merde. Et du coup, vous voulez vous donner une carte. Je vous ai parlé aussi de la participation. Quand vous participez à une action au joueur actif, si vous ratez l'action, le joueur actif, lui, prend une carte 100 en plus. Donc vraiment, faites attention quand vous voyez des participants qui veulent arriver et vous aider. Bien, si vous sentez un peu que c'est la ritournelle, vous allez vous dire oh là là là, j'ai pas envie tellement de faire ça, puisque si on se loupe là-dessus, moi je vais prendre une carte 100 et je vais prendre encore des cartes derrière.
Donc vraiment, faites vraiment attention à ceci. Ici, vous avez vu que j'ai mis une nouvelle carte. Alors bien sûr, hein, tout ce qui est brouillard de guerre, bah, vous le faites aussi. Là, on a un chiffre romain 1, un chiffre romain 1. Eh bien, on est dans l'obligation encore de mettre des cartes du 7e continent ici. Donc voilà, une carte romain ici et une autre carte avec le chiffre romain ici. Ça nous donne un nouveau brouillard et ça nous donne encore de l'exploration à faire. Moi, je vais m'arrêter ici pour l'explication. J'ai pas envie de vous spoiler plein de choses, sachant que c'est un jeu voilà, qui se vit par rapport à une aventure. Il y a certaines cartes qui sont scriptées, puisque, bah voilà, par exemple ici, la colline, qui est encore une fois dans le livret de règles, donc vous inquiétez pas, là je vous ai vraiment pas spoilé cet événement. C'est ce qui est dans le livret de règles, donc il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas, donc je vais pas plus loin par contre. Mais cet événement-ci, quand vous allez refaire la campagne, bah vous savez qu'ici il y a une montagne, et finalement si la montagne vous découvrez qu'à côté, elle ne sert à rien, parce que vous voyez que des oiseaux ou autre chose, et puis finalement ça vous fait perdre du temps pour rien, bah vous allez vous dire, bah non mais là finalement il n'y a rien, on part de l'autre côté. Voilà, c'est l'effet de surprise qui va un peu s'enlever durant le jeu. Par contre, vous allez avoir plein d'événements en fait qui vont être volatiles et aléatoires, puisque les cartes que vous allez tirer en fait du brouillage de guerre comme ça, eh bien ça va être de manière aléatoire et vous en avez plusieurs. Donc c'est ce qui va changer un peu, etc. Mais la map, grosso modo, va rester un peu pareil. Il y a certains choix qui vont changer en fait par rapport à ce que vous allez faire. Mais sinon, hein, grosso modo, la map, je pense qu'elle va rester un peu pareille. Et voilà, c'était le 7e continent, un jeu de Serious Pool qui est sorti uniquement en Kickstarter, encore une fois, je le rappelle. Hein, je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas kickstarter ce jeu, mais vous n'allez pas pouvoir le trouver au-delà du Kickstarter. Là, ils vont faire un nouveau Kickstarter vers l'automne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas fin d'année. Ou sinon, envoyez un mail au Serious Poulp, hein, ils vous répondront, je pense, quand ils pourront refaire un tirage, mais vous n'allez pas pouvoir le trouver en boutique. Et c'est assez dommage, du coup, parce que, pour le coup, c'est un jeu que tout le monde, je pense, voudra tester. Et malheureusement, à part les bakers, donc du coup, on ne pourra pas le tester autre part. Donc j'enlève la petite boîte. Vous allez avoir aussi plusieurs extensions. Donc moi, j'ai reçu ces 3 extensions-là. Il y en a 6, il me semble, hein, mais moi, j'en avais pris que 3. Les extensions qui vont rajouter des malédictions supplémentaires, des cartes supplémentaires. On en a 96 par paquet, donc vous pouvez voir que ça augmente un peu l'étoffe. On va aussi avoir des figurines. Alors ça, c'est dans la boîte aussi de base avec les petits tokens ici de feu. Les pions feu qui vont vous permettre de faire du feu et augmenter par exemple, je sais pas, la durabilité de votre nourriture. Si vous réchauffez votre nourriture, bah, vous allez récupérer plus de cartes d'action dans votre deck d'action, donc de la défausse vers le deck d'action. Donc ça c'est assez sympa, puisque je le rappelle, hein, quand votre deck d'action, il n'y a plus de cartes dedans et que vous devez épuiser des cartes du deck d'action, bah, vous reprenez la défausse. Donc vraiment faites attention, il faudra manger, s'économiser en termes d'énergie. Et moi je trouve cette idée vraiment sympa, parce que du coup on va essayer de participer un peu plus, on va essayer de s'économiser, on va essayer de crafter des trucs qui vont nous permettre de faire des économies d'énergie, etc. Mais vous n'allez pas avoir en fait de la participation quand vous êtes en solo. Vous allez être le seul survivant, il faudra survivre tout seul, etc. Je pense qu'à 2 joueurs c'est très bien. En solo c'est bien aussi, mais ça doit être un poil plus dur, puisque le deck ici va pas tellement changer, hein. On va avoir 4 cartes supplémentaires ou 5 cartes supplémentaires en plus par rapport à votre joueur qui va venir. Mais voilà, ça va pas être si compliqué que ça. À 3-4 joueurs, j'ai joué avec une personne, enfin un ami même, hein, qui s'appelle Ryan, et du coup je le salue, regarde la petite main. Et du coup nous on a joué 2 heures et c'était assez bien foutu, on avait bien aimé, on s'était pas fait chier parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Par contre voilà, nous j'ai pas assez de recul là-dessus pour pouvoir vous dire ce que ça donne ensuite sur une fin de partie, puisque c'est quand même une dizaine d'heures, on a joué 2 heures et on était arrivé grosso modo dans ces alentours, donc vous voyez qu'il nous restait quand même tout ça à faire. Et on a joué, en plus on a joué assez vite, hein, on regardait un peu, on faisait ça. Et du coup voilà, je pense qu'il y a vraiment 10 heures sur une malédiction, hein, c'est vraiment pas des conneries de leur part. Par contre, le seul problème que moi j'ai, entre guillemets, et ça n'engage que moi, c'est que voilà, si je fais 4-5 heures sur une malédiction et que je me fais tuer parce que y a une carte qui me dit que par exemple tous les joueurs sont morts parce qu'on a fait un mauvais truc, ou que voilà, mon énergie n'est pas trop économisée, que j'ai pas d'autre choix que de faire ça, etc. Je me dis, refaire 4-5 heures de la même malédiction, même si ça change, moi ça va me faire un peu chier.
Donc du coup, je pense... Alors comment je le jouerai? Je le jouerai déjà solo, je pense, et je ferai une partie en parallèle avec un pote et tout. Parce qu'il y a un système de sauvegarde, je vais vous expliquer juste là comment ça se sauvegarde. C'est très simple, en plus ça tourne hyper bien, donc c'est assez cool. Mais je le jouerai solo, et si je perds vraiment une campagne sur une malédiction où j'ai joué 5, 6, 7 heures, 8 heures, je laisserai cette campagne de côté. Je la reprendrai dans 1 ou 2 mois quand j'aurai vraiment oublié ce qui arrive là, etc. Et je me referai un truc comme ça. Je pense que je jouerai ça comme ceci, sachant que j'ai 10 malédictions au total. Et voilà, j'aurai de quoi faire. Mais revenir 4 heures encore dessus, bah vous allez voir que finalement, ah non, j'ai vu ça, finalement, quand j'ai découvert, par exemple, je sais pas, ces flammes, ça m'a donné de la merde, donc j'ai pu découvrir, je vais vite rusher, machin. Ça va vous donner un effet, en fait, de speedrun, mais c'est le syndrome que vous avez aussi dans les jeux vidéo, quoi. Quand vous connaissez où aller, bah, vous rejouez, vous refaites la même chose, et puis basta. Ou alors, sinon, je reprendrai une sauvegarde, ou, je sais pas, il me restait 10 cartes, et puis je referai ça. Je ne sais pas, mais bon. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le système de sauvegarde, en fait, est assez bien foutu, puisque vous allez avoir des cartes de sauvegarde. Alors ça, c'est les cartes, en fait, items d'explorateur, voilà. Les cartes de sauvegarde, c'est ça. Alors les cartes de sauvegarde, elles disent quoi? Elles ont déjà des cartes avec ce petit symbole-ci, qui vont vous dire bah, de combien en fait votre arme reste en utilisation. C'est-à-dire que par exemple, si mon petit bois il lui restait 2 utilisations, et bien sur le 2, je vais prendre une carte 2 et je vais mettre mon petit bois derrière comme ça. Le gilet de sauvetage, on va dire que j'avais par exemple 4 utilisations, et bien 4 utilisations, je vais tourner ça, je vais mettre un 4 derrière et je vais mettre mon gilet de sauvetage derrière. Du coup, on sait que quand je vais prendre mon deck, ah tiens, ça il restait 2 utilisations là-dessus, et ça, tiens, il restait 4 utilisations dessus. Ensuite, on va défausser toutes les cartes qui font partie du passé. Le passé, ce sont des cartes qui font partie du... Voilà, on a les cartes bannies. Alors, où c'est les cartes passées? Je les trouve plus. Bon, bref, c'est pas grave. On a les cartes bannies qui sont directement bannies, et on a les cartes du passé qui sont ici. Voilà, le passé. Vous pouvez mettre cet intercalaire à plat à côté du plateau et placer les cartes aventure et exploration qui sont défaussées au cours de la partie. Donc les cartes vont plus revenir, ça fait partie du passé. Donc on défausse toutes les cartes sauf la tuile en fait où tout le monde est sur la carte. Et puis bah, on remettra ensuite en place la carte où on était, puis remettre les chiffres romains, etc. Derrière. Donc c'est assez sympa. Et c'est assez cool pour le coup. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Dites-moi, ça c'est important pour le coup, dites-moi si vous voulez sur cette chaîne une partie du 7e continent que je pourrais garder en fil rouge. C'est-à-dire faire des sessions de 40 minutes maximum une fois par semaine, parce que ça c'est un jeu que je pourrais suivre. Je vous dis tout le temps la même chose, oui c'est un jeu que je vais pouvoir suivre, et finalement je le suis jamais, parce qu'il met du temps à mettre en place, ou quelque chose comme ça. Mais ça pour le coup je pourrais, je vous le promets, regardez, j'ai la main et tout, je pourrais le suivre facilement. Donc dites-moi si vous voulez vraiment une partie là-dessus, sachant, je le rappelle, que ça va spoiler, parce que du coup, bah voilà, je vais découvrir le territoire en même temps que vous, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je peux faire, je sais pas, chaque vendredi par exemple, une partie du 7e continent, qui va durer 40 minutes, grosso merdo. Je vais faire uniquement des sessions courtes, parce que déjà c'est moins indigeste en fait, que des sessions longues. Et du coup, vous allez pouvoir voir comment ça se dégoupille en même temps. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, et puis je pourrais mettre ça en place directement. Je préfère pas faire une partie maintenant, puisque ça va spoiler, donc voilà. Peut-être que j'en ferai une en fait, même sans vos commentaires par la suite, c'est pas un problème. Mais dites-moi vraiment si vous voulez un truc maintenant, que semaine prochaine par exemple je puisse mettre en place une partie, et puis voilà, je dégoupille grosso modo un tour, sachant que voilà, j'ai plein de vidéos encore à monter et à faire. Voilà, si vous demandez pas maintenant le 7e continent, je vais voir ce que ça donne, et bon, on pourra se donner rendez-vous, je sais pas, fin d'été, quand tout le monde revient pour se mettre là-dessus. Donc voilà, ça c'était une petite aparté là-dessus. Et donc voilà, 7e continent, moi ce que j'en retiens c'est que c'est un bon jeu, puisque j'aime bien les jeux avec le livre dont vous êtes le héros et tout, les White Wolf et tout, donc moi j'ai trouvé ça assez cool. Mon seul problème entre guillemets, ça reste la replay value sur une malédiction, et surtout bah, jouer 5-6 heures, et si on perd, est-ce que j'aurai vraiment le temps de refaire la même partie? Donc voilà, je pense que je reprendrai une autre malédiction et je partirai sur autre chose.
mais je me vois pas, très sincèrement, refaire la même partie pendant 4-5 ans en me disant ça, il y a ça, ça, il y a ça. Même s'il y a des événements qui changent, même si finalement j'ai pas vu le sud, je suis parti au nord. Voilà, je pense que je reprendrai une autre malédiction et c'est juste le petit point négatif que je lui trouve là-dessus. En même temps, c'est pas tellement un point négatif puisque finalement, difficile de faire une grosse replay value quand une carte se met en place, sachant que c'est une carte qui va pas tellement changer. C'est juste vos choix qui vont inciter le changement sur la map. Donc voilà, c'est juste un avis personnel, hein, c'est pas un truc fixé, etc. Mais sinon, moi je trouve le jeu assez cool et assez classe. Il n'y a pas de mécanique folle, il n'y a pas un truc non plus qui sort de l'ordinaire, mais c'est assez cool et puis c'est assez marrant. Et l'effet de la loupe là qui donne mal aux yeux, ben, finalement ça perturbe un peu, mais on s'y fait. Donc après, voilà, c'est assez sympa et c'est un petit plus, qui est un petit gadget qui est assez cool et qui rentre un peu dans le thème de l'explorateur. On a dépassé les 2000 abonnés, donc merci, un grand merci, je vous fais le pouce romain. Merci, merci infiniment, c'est ultra cool, j'ai roté en même temps, pardon. Et du coup, je vous avais dit que j'allais faire un truc dessus. Et j'ai lancé un truc là sur Facebook, un avis pour savoir si vous voulez choisir entre différents lots. J'en profite pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la page Facebook, de vous sensibiliser là-dessus. Donc il y aura en fait deux lots différents. Le premier lot, il va y avoir toujours 3 lots en fait dessus. Le premier lot, c'est que je propose en fait un lot d'horreur à Arkham LCG, donc le jeu de cartes évolutif dans l'univers d'horreur à Arkham. Donc il y a un lot où ça sera un corset, le deuxième lot ça sera pareil, un autre corset, et puis le troisième lot ça sera une figurine pop qui me seront distribuées directement par le site LudiWorld, donc un site que je vous incite à aller voir si vous cherchez des produits ludique assez cool, donc il fait plein de jeux de cartes, des jeux de société, etc. Donc n'hésitez pas, et puis il est assez réceptif aux messages et il répond assez vite si vous voulez une commande spéciale. Ou alors le deuxième lot, ça serait toujours sur le site de LudiWorld, mais vous donnez des bons d'achat. En fait, le premier bon d'achat, ça serait 30 €, le deuxième, ça serait 20 €, et le deuxième, ça serait une dizaine d'euros. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avoir le premier lot avec 2 corsets et une figurine pop, à savoir que dans Halo, il y a quand même 3 gagnants, hein. C'est pas un seul mec qui récupère tout, hein. J'ai vu là vos airs un peu fourbes derrière la caméra en me disant je vais gagner 3 choses. Non, 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 vous allez gagner un des trucs. Donc il y a en fait 3 mecs qui vont gagner un lot en fait, et les 3 autres mecs vont gagner des bons d'achat. Donc c'est soit des bons d'achat, soit des jeux en fait prédisposés ainsi qu'une figurine pop. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Moi ensuite, je ferai un tirage au sort sur mes abonnés, et puis je ferai une nouvelle vidéo en vous disant que voilà, un tel a gagné, et à ce moment-là, je vous communiquerai une adresse mail, vous m'envoyez vos coordonnées, et puis voilà, ça se dégoupillera comme ça. Donc c'est vraiment un truc important que je voulais faire pour vous, à savoir que je suis pas subventionné derrière par X ou Y. J'ai choisi la boutique LudiWorld parce que c'est déjà un ami, et puis je sais que c'est quelqu'un de professionnel et qui travaille très très bien. Et du coup, voilà, c'est de l'argent que je sors de ma poche. Donc déjà que j'en ai pas assez, en même temps, je vous en fais plaisir. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment important. Je vous avais dit que si on palliait les 2000, voilà, on allait faire un truc ensemble. Et moi, ça me fait vachement plaisir si je peux vous offrir des trucs derrière. Et puis, si on atteint les 3000, on fera encore autre chose. Les 4000, on fera encore autre chose. Et puis si on arrive aux 10 000... je sais pas, là, je ferai peut-être une danse du ventre, place de la Concorde. Enfin bon, bref, ne prenez pas vraiment à mot ce que je suis en train de dire, parce que demain, le contrat sera à 10 000 et je serai obligé de faire une danse du ventre, ce que je ne sais pas faire, place de la Concorde. Donc pour le coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à demander s'il y a des trucs que je vous ai pas dit. Je vous en ai dit le minimum pour vous donner une vue vraiment aérienne du jeu, mais je vous ai dit le maximum de ce que normalement, vous devez savoir sur le jeu. Voilà, je vais aller boire un coup parce que je suis en train de me dessécher. D'ici là, portez-vous bien, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je dois parler de Space Hulk. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages sur Facebook. Où c'est la version solo, on veut jouer, je suis désolé, je reviens de vacances, ça a été compliqué, j'ai repris le boulot, donc du coup ça met un peu de temps à se dégoupiller, mais je vais en parler bientôt de Space Hulk, c'est sûr. Là, le fichier est fini, il y a encore quelques petits trucs à refaire dessus par rapport à ce que j'ai pensé
et à vous mettre en place. Donc voilà, je préfère vous donner vraiment un truc fini, bien ficelé, qu'un truc tout pourri et que je reviens ensuite sans ça, non, finalement il y a ça. Donc vous inquiétez pas, SpaceX c'est dans les cartons, et normalement, le gros maximum, c'est quoi, allez, on va dire fin d'août, vous allez avoir un truc. Donc j'espère, entre guillemets, hein, j'essaierai de m'y tenir à ce délai. Et puis il y a surtout Xia que je dois vous parler aussi, puisque c'est un truc hyper bien foutu. Donc voilà, 2 jeux je pense dont je vais parler là bientôt. Du Space Hulk, je vais faire au maximum vraiment pour Space Hulk. Je suis encore désolé, sachant que la trad est finie et tout, enfin la mise en page est finie, donc voilà, et ça va vraiment être rapide. Et puis Xia aussi, parce que c'est un truc dont je veux vous faire découvrir avec une partie et tout. Le jeu est vachement génial. Si vous avez joué à Freelancer sur PC, c'est carrément du Freelancer sur plateau. Et pour ceux qui ont aimé Mage Knight, c'est vachement la même chose. Sans le côté deck building et tout. Donc voilà, 2 jeux dont je vais parler, vous inquiétez pas, restez sur la chaîne, et puis on se verra par la suite sans trop de problèmes. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, et je vous souhaite un bon retour si vous êtes revenu, et ben je vous souhaite du bon courage, pardon, si vous n'êtes pas parti. Allez, ciao, à bientôt, jouez bien, bisous.